Bienvenue aux rencontres de la plateforme des bonnes pratiques pour l'eau du Grand Sud-Ouest. Aujourd'hui, nous accueillons Vincent Marquet, expert recherche et prospective à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, pour discuter des connaissances et des outils pour l'adaptation hydrique au changement climatique. Bonne écoute. C'est l'heure de commencer cette rencontre de la plateforme. Et bien sûr, pour la première rencontre de l'année, je saisis cette occasion pour souhaiter à tous les participants, vous êtes déjà 77, ça va très vite, donc de vous souhaiter, je ne sais pas jusqu'où on peut aller, mais une très bonne année 2026 avec la réussite ou au moins l'avancement de vos projets qui visent l'adaptation hydrique de nos territoires. Voilà, il y a beaucoup à faire. Vincent va nous en parler. L'enjeu du changement climatique est énorme dans le bassin et je sais que vous êtes tous engagés là-dedans. Donc j'espère que cette rencontre va être fructueuse pour vous tous. Et tout ce que notre équipe de la plateforme et notre président vous souhaitent, c'est que ces projets pour accélérer l'adaptation bien réussissent ou en tout cas progressent fortement en 2026. Voilà, aujourd'hui, nous recevons Vincent Marquet et je suis particulièrement heureux, Vincent, d'avoir pu t'inviter à cette rencontre de la plateforme, car tu es toi-même l'un des pionniers de l'association, au sein de laquelle tu as travaillé 16 mois. Tu as largement contribué d'ailleurs à définir le format de ces rencontres, qui commence toujours par ce petit exercice de présentation auquel tu es soumis. Vincent, tu es un expert de la sociologie de l'adaptation au changement climatique. Et dans cette discipline étroite, si l'on est, tu as commencé dans la science pure pour finir dans la pratique pure aujourd'hui, pratique dont tu vas nous parler tout à l'heure. Docteur en sociologie, tu as consacré ta thèse à la construction et à la diffusion des politiques d'adaptation au changement climatique que tu as abordées comme des cadres structurant très fortement l'action publique. C'est vraiment sous cet angle-là que tu as voulu les étudier. Et c'était en 2014, l'époque où, effectivement, elles ont commencé à vraiment s'imposer et à s'institutionnaliser dans le paysage scientifique, le paysage politique, le paysage médiatique. Tu es vraiment arrivé au bon moment pour les aborder sous cet angle-là. Après ta thèse, tu es passé à l'Université de Bordeaux. Alors, tu as mis en place l'agenda eau de l'université euh, avec des approches très transversales, internationales, participatives. Puis tu as alimenté la présidence de l'université en matière de veille stratégique, d'évaluation, de prospective. Voilà, et tu avais sans doute envie de rentrer un peu plus dans le concret et tu as accepté de venir travailler à la plateforme. Nous avons pu te recruter et tu es venu surtout enrichir notre centre de ressources avec tes compétences en sciences humaines et sociales qui sont un volet important de ce que nous publions, ou en tout cas qui sont un éclairage et une approche importante de tout ce que nous publions. Et puis enfin, tu es devenu l'expert recherche et prospective de l'Agence de l'eau Adour-Garonne depuis 2023. Là, tu assures entre autres le secrétariat et sans doute beaucoup plus du conseil scientifique du comité de bassin. Tu as piloté la mise à jour du plan d'adaptation du bassin Adour-Garonne au changement climatique. En fait, plus généralement, tu es au cœur des réflexions sur la gestion quantitative de l'eau, qui sont pour le bassin Adour-Garonne évidemment des réflexions très stratégiques. Et fidèle à tes premières amours, mais dans un contexte bien plus opérationnel, tu œuvres désormais pour une adaptation puissante, rapide, efficace dans le Grand Sud-Ouest. Tu nous en parleras tout à l'heure. Euh, voilà. Et ton objectif est, sinon de rendre le bassin robuste, au moins de garantir qu'il soit adaptable à ce changement climatique et à ses effets. Vincent, tu m'as souvent raconté tes sorties d'escalade, sport que tu pratiques à un bon niveau, un niveau, pour ce qui me concerne, extrêmement impressionnant. Et c'est peut-être cette discipline exigeante que je retiens dans ton portrait, car elle nécessite précision, prudence et engagement, qualité que tu déploies également dans ton expertise climatique au service des acteurs du bassin. Donc, je te laisse la parole pour nous rappeler comment le changement climatique va transformer la gestion de l'eau et pour nous présenter aussi les outils disponibles pour adapter les projets locaux aux évolutions climatiques à venir. Vincent, je te donne 25 minutes environ. Je suggère à tous les participants qui auraient des questions à poser. Vous avez remarqué qu'on a ouvert ni vos micros ni vos caméras pour une meilleure fluidité du webinaire. Posez vos questions dans le fil de conversation, hein. N'hésitez pas.
et on les prendra les unes après les autres à l'issue de la présentation de Vincent. Vincent, à toi la parole. Eh bien, merci Benoît de ce portrait qui m'honore et m'oblige quelque part pour cette présentation. Et donc effectivement, je vais parler d'adaptation au changement climatique sur le bassin Adour-Garonne avec une petite subtilité aujourd'hui, puisque ce dont je voudrais vous parler plus spécifiquement, bon, le PowerPoint met un peu de temps à charger, c'est moins de la stratégie qu'on met en place, puisqu'elle est déjà bien implémentée. Hein. On a déjà un plan d'adaptation au changement climatique, un plan d'adaptation qu'on a mis à jour. Alors, voilà, très bien. En 2023, donc on a déjà beaucoup de connaissances disponibles, beaucoup d'actions qu'on peut identifier. Et là, je vous invite à consulter ces documents pour en avoir une vision. C'est une adaptation qui est comprise dans le SDAGE, qui est dans notre 12e programme d'intervention, qui se déplie dans les territoires. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Du point de vue de la stratégie, point de vue de la politique d'adaptation, on a aussi beaucoup de solutions qui sont connues. La plateforme s'en fait le relais, d'ailleurs. Donc, ce n'est pas non plus là-dessus que je voudrais insister. Un troisième point qu'on oublie peut-être aussi un peu, c'est qu'on a des populations très conscientes des enjeux. On a mené une enquête par questionnaire sur le bassin il y a quelques temps, il y a moins d'un an. Là, vous avez le lien sur la diapositive. Et puis, on se rend compte en fait que 74% des populations du bassin sont conscientes des risques du changement climatique sur l'eau. Donc voilà, on a déjà un peu tout ça. Je vais plutôt le présenter comme un point d'étape pour insister sur un autre volet plus opérationnel, qui est de savoir comment aujourd'hui on mobilise les connaissances dont on dispose, comment on mobilise les outils. Et ce que je vais vous présenter un peu, c'est une vision agence à plusieurs niveaux d'exploitation des connaissances dont on dispose. Quand on parle des connaissances sur eau et changement climatique, il y a aujourd'hui un projet qui est incontournable, le projet Explore 2, gros projet de recherche national, unique en Europe d'ailleurs, avec pour vocation de donner des projections hydrologiques sur différents points de simulation en France, donc un très grand nombre de points qui sont évalués. Donc, je vous montrerai ça pour le bassin Adour-Garonne, sachant que dans cet exercice, il y a quelques limites, hein, puisqu'on est sur des débits qui sont renaturalisés, sur une période de référence qui est ancienne, et donc on n'a pas exactement une idée de ce que seront les débits de demain. Hein. Il faut envisager des évolutions des usages, il faut envisager tout un tas d'incertitudes également, et je vous invite là du coup à regarder le graphique qui est sur le côté, qui vous donne une idée un peu de toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour arriver à une simulation de débit. Et vous voyez en fait qu'à chaque boîte, là, en fait, on a des couches d'incertitude supplémentaires au sens où on dispose à chaque fois de différents modèles. Et donc, eh bien, on couple ces différents modèles pour arriver à des résultats. Ce que ça génère, c'est différents résultats potentiels pour chaque point de simulation. Et donc, un résultat, mais aussi des incertitudes. Quelque chose sur lequel je voudrais insister également, c'est le fait qu'aujourd'hui, en France, on a un troisième plan national d'adaptation au changement climatique qui nous donne une information importante. La France se dote d'une trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. De manière très opérationnelle, ce que ça change, c'est qu'aujourd'hui, on ne se questionne plus sur le scénario climatique à utiliser, le scénario RCP ou SSP. On utilise la TRAC qui nous dit qu'à horizon 2100, eh bien, la France connaîtra une hausse de température de plus 4 degrés. Donc, ça nous facilite quelque part le travail. Ça réduit l'incertitude dans le cadre des opérationnalisations qu'on doit mener. Maintenant, concernant les résultats d'Explore 2, mais je pense que vous avez déjà eu l'occasion de voir ces cartes ou de voir ces chiffres-là. Là, on a sous les yeux quatre cartes qui nous présentent à l'horizon 2100 des évolutions du débit annuel moyen par saison, pardon, pas annuel moyen, par saison. Donc, vous voyez la première carte, donc décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et chose importante à voir, hein, c'est qu'on a une France un peu coupée en deux, avec, pour nous, le sud-ouest, quand même un point marquant, hein, c'est que quasiment toutes saisons, alors c'est à horizon 2100, hein, nous connaîtrons des baisses de débit.
C'est d'autant plus problématique que ces baisses de débit toute saison s'accompagnent aussi d'une évolution des régimes hydrologiques, hein, c'est-à-dire que le château d'eau naturel qu'on avait avec un stock de neige sera moins important puisqu'une partie des écoulements se feront sous forme liquide. Et malgré ces écoulements sous forme liquide, eh bien, nous aurons tout de même des baisses de débit. C'est une information importante, hein, vous avez tout un tas de chiffres qui sont disponibles sur la diapositive, et donc il va falloir s'adapter à un climat qui sera de plus en plus méditerranéen. Et bien sûr, ce que ça veut dire, in fine, sont des impacts sur les usages, sur les milieux, sur la qualité de l'eau. Autre chose qui est important à avoir en tête, et là vous avez sous les yeux une présentation de ce que pourraient être les débits sur un siècle, chaque barre correspondant à une année pour une station de mesure et puis pour un narratif. J'expliquerai si nécessaire après ce qu'est un narratif. Alors il y a un petit lien, vous pouvez aller le consulter, qui s'appelle Explorer en musique, et vous avez la possibilité du coup de voir ce graphe, d'entendre ce que ça peut donner comme résultat. Je vous présente parce que j'ai jusqu'à présent surtout parlé d'évolution, de pourcentage de baisse. Ces pourcentages de baisse sont donnés en tendance, mais bien sûr, donc, c'est un chiffre qui se déroule tout au long du siècle, donc il y a une tendance. Vous le voyez, hein, ici, on passe d'un bleu à un jaune en fin de siècle. Et deux choses qui sont importantes à avoir en tête également, c'est qu'il y aura une variabilité naturelle qui sera conservée, et puis des événements pluriannuels, c'est-à-dire que vous pouvez le voir, hein, tout au fil du siècle, là, en fait, potentiellement, des sécheresses pluriannuelles qui s'accumulent. C'est aujourd'hui quelque chose qui est peu pris en compte, hein, dans les informations qu'on traite, néanmoins qui sera extrêmement importante à envisager dans le politique d'adaptation, puisque ces sécheresses pluriannuelles sont de nature à bouleverser fortement notre gestion de l'eau, et on peut penser notamment aux problématiques que ça peut générer pour le soutien des tirages. Alors voilà pour, en grande vitesse, hein, vous présenter des résultats d'Explore 2. Et maintenant, je voudrais vous dire un peu comment on peut exploiter ça. Alors, c'est une vision que nous, on porte à l'agence, qui est soumise à évolution. Et puis, bien sûr, chacun s'en saisit en fonction de ses besoins. Ici, ce qu'on préconise, en fait, d'utiliser à l'échelle du bassin versant, alors c'est plutôt une échelle agence, hein, c'est bien sûr d'exploiter ces résultats d'Explore 2, sachant que avec la TRAC, nous disposons de 3 échéances fixées tout au long du siècle, 2030, 2050, 2100, et donc des résultats disponibles pour ces échéances. L'utilisation, c'est d'interpeller sur les risques qui apparaissent sur le bassin Adour-Garonne. Alors, on est à l'échelle nationale un hotspot du changement climatique, mais on peut voir aussi, selon les différents indicateurs, des problématiques plus localisées apparaître. Et vous avez là, sur le côté, 3 résultats potentiels. Le premier tout en haut, c'est issu du portail Macao, ce qui vous présente là des débits passés, hein, donc entre 1968 et je crois de 2022, vous avez des informations sur l'impact du changement climatique sur les stations peu ou pas influencées, qui sont de l'ordre de 1% par an. C'est des stations qui sont très sensibles aussi, hein, mais donc quand même des baisses significatives quand on pense à 1% par an depuis 1968. Autre portail disponible, donc Meandtrack, qui est un portail récent, et donc il vous met à disposition des informations sur les résultats d'Explore 2 croisés avec la TRAC. Vous pouvez également extraire des fiches de synthèse par sous-bassin et donc avoir des éléments sur des évolutions en 2030, 2050, 2100. Dernière présentation ici, c'est un extrait de CC Explorer qui vous permet en fait de voir des analogues climatiques plutôt sous l'angle agricole, hein, puisque vous avez des informations sur le devenir climatique de telle ou telle ville en vous disant aujourd'hui le climat de Toulouse est celui que vous connaissez, mais à l'horizon 2050, il pourrait devenir celui de telle ou telle ville que vous connaissez. Donc, histoire d'avoir une idée plus précise des effets du changement climatique, et également ce qui est disponible à travers ce portail, c'est les types d'agriculture correspondant à l'analogue climatique. Voilà, donc ça c'est pour une vision large, disons, ou pour avoir une idée globale des effets du changement climatique sur le bassin. À une échelle plus fine, on pourrait dire une échelle des territoires, et nous on pense là particulièrement à tout ce qui peut être mené dans le cadre des contrats eau et climat. Ce qu'on propose comme outil, quelque chose qui a été mené en collaboration avec INRAE, c'est l'approche par les vulnérabilités. Alors les vulnérabilités, c'est pas un concept qu'on a sorti du chapeau, hein, c'est quelque chose qui est très développé dans les rapports du GIEC, et qui croise de l'exposition, c'est-à-dire l'intensité du changement climatique, et de la sensibilité, c'est-à-dire ce qu'est le territoire, ce qu'il pourrait devenir. Nous, dans cette approche agence, on a l'exposition future, et ce qu'on a proposé de faire, c'est une translation. On met le bassin tel qu'il existe, et on le soumet à
un climat 2030, un climat 2050, climat 2100, et on voit l'évolution de sa vulnérabilité. Vous voyez 5 couleurs là dans le graphe sur le côté qui correspondent à 5 niveaux de vulnérabilité. C'est une approche qui est menée par enjeu, je vais vous le montrer de quels enjeux il s'agit, et puis à l'échelle des bassins versants de gestion, c'est ce que vous avez comme carte ici. Donc c'est un travail qui n'est pas encore tout à fait finalisé, on en est très proche, et vous avez ici les 7 cartes de vulnérabilité qui se sont produites, donc sur la disponibilité en eau de surface, en eau souterraine, l'assèchement des sols, détérioration de la qualité de l'eau, je vais vous présenter plus en détail, la perte d'habitat écologique, la perte de zones humides, et puis les risques naturels liés à l'eau. Il faut savoir qu'il s'agit d'une mise à jour, c'est des cartes qui étaient déjà présentes dans le plan d'adaptation au changement climatique en 2018, mais qu'on travaille ici à une échelle plus fine et qu'on travaille avec les données Explore 2 et TRAC. Et donc, évidemment, un travail qui vous sera mis à disposition. Comment on a travaillé, mais je vous présente ça rapidement, on ne va pas passer trop de temps là-dessus, c'est donc ce croisement de exposition, donc impact du changement climatique et sensibilité. Et là, vous voyez, pour la sensibilité, on a utilisé la proportion de masse d'eau de surface en bon état qualitatif. Voilà, mais je pense que tout le monde voit à peu près ce qu'est le bon état selon la DCE. Ce critère-là qu'on a utilisé, mais c'est juste pour vous exposer un peu la méthode, donc je passe vite. Et puis, ça nous a permis d'obtenir une première carte de sensibilité, c'est-à-dire des enjeux tels qu'ils sont actuellement en 5 classes. Et vous voyez, elles sont réalisées en fonction du pourcentage de masse d'eau en bon état. Donc, on a une classe de sensibilité 1, c'est-à-dire faible quand on a des masses d'eau en bon état. On a une classe de sensibilité 5 quand on a beaucoup de masse d'eau en mauvais état sur le bassin. On croise donc avec des informations climatiques. C'est un travail qui a été réalisé par INRAE. Et vous voyez, ça nous permet de voir quelle est l'évolution de la vulnérabilité en considérant, je le rappelle, un bassin stable. On n'a pas fait d'évolution des usages. Mais donc, vous voyez quand même qu'à horizon 2050, donc ce qui correspond à 2,7 degrés selon la TRAC, on a des bassins qui sont nombreux, on voit notamment dans le Gers, qui sont en vulnérabilité 5, donc une vulnérabilité qu'on considère comme critique, donc avec à la fois des problématiques fortes et une nécessité d'agir pour le futur afin d'éviter de se retrouver avec cette situation critique. C'est un premier usage, donc, comme vous voyez, qui est plutôt toujours bassin, et il y a une deuxième manière de mobiliser ces résultats-là en croisant le niveau de vulnérabilité. Alors c'est un travail là inachevé que je vous présente, puisque si vous voyez bien, il manque encore un enjeu dans ce travail-là, mais c'est plus qu'on est encore en train de l'améliorer. Et ce que ça nous donne, en fait, c'est un profil de BVG. Ce genre de résultat, c'est quelque chose qu'on va mettre à disposition, et donc pour chaque BVG, on aura son profil de vulnérabilité. Il y a 2 lectures à en faire. Une première, c'est de comparer le niveau de sensibilité actuel au niveau de vulnérabilité, et donc de savoir si on a des enjeux qui aujourd'hui sont faibles et demain seront forts. Et là, il y a de forts doutes que ce ne soit pas tout à fait pris en compte dans les plans d'action actuels, donc des enjeux qui deviendront intenses ultérieurement et donc qui sont à envisager dès à présent pour éviter de se retrouver dans des situations critiques. Le deuxième point, c'est est-ce qu'on se retrouve avec des vulnérabilités, des sensibilités déjà élevées, par exemple aujourd'hui, ou un niveau de vulnérabilité élevé à 2030. Et donc, si on est à un niveau 5 en 2030, vous vous doutez bien qu'on reste encore à ce niveau 5 à l'horizon 2050 et 2100, mais ce serait un 5+, voire un 5++. Et donc là, il y a la nécessité à nouveau de se concentrer sur ce genre d'enjeu. Voilà une information donc qu'on peut transmettre pour avoir une idée plus précise des enjeux locaux. Enfin, un dernier point, un dernier outil qu'on met à disposition et qui a été développé là pour accompagner les projets qui font des demandes d'aide à l'agence. C'est un outil qu'on appelait robustesse climat. Alors la robustesse climatique, c'est comme la vulnérabilité, c'est un concept développé par la recherche scientifique et assez présent également dans les rapports du GIEC. La robustesse, ça renvoie à une idée qui est celle d'un projet, d'un investissement, d'un territoire qui conserve ses fonctionnalités essentielles, peu importe le scénario climatique. Et je reviens du coup à ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos du projet Explore 2.
le projet Explore 2 nous donne effectivement des informations sur des évolutions de débit, sur des évolutions des ASEC, etc. Mais il nous donne aussi des informations sur les incertitudes. Et la vocation de cet outil, en fait, c'est de s'adapter au changement climatique en fonction d'une évolution moyenne, par exemple des débits, mais également de prendre en compte des évolutions négatives ou plus positives. Plus concrètement, quand vous allez sur cet outil-là, il y a un mode d'emploi, et ce qui vous est indiqué, donc, c'est ces 3 évolutions potentielles, une négative, une moyenne et une positive. Et ce que l'agence invite à faire, c'est pour la projection la plus positive, que le projet conserve nécessairement ses fonctionnalités essentielles. Pour une projection moyenne, qu'il conserve ses fonctions essentielles en envisageant, s'il le faut, des adaptations ultérieures, et puis qu'il y ait une réflexion qui soit menée pour la projection la plus négative. Donc vous voyez, c'est une manière de s'adapter en tenant conséquent, en prenant en considération les incertitudes. Donc vous avez le lien qui vous est donné. Alors évidemment, quand on peut penser au projet, rien n'empêche d'exploiter les autres informations que j'ai citées précédemment. Il y a également tout un tas d'informations qui sont données par les portails de Météo France, ce que j'ai regroupé ici sous le nom des Climadiag, les Climadiag communes, Climadiag agri, Climadiag chaleur en ville et entreprise. Et vous retrouverez également dans ces différents Climadiag à chaque fois une fourchette qui est donnée avec une projection min, max et moyenne. Et ben, je vous invite également, quand vous utilisez ces outils, à tenir compte de ces min et max et pas simplement de la moyenne. Et bien sûr, à toutes ces informations que j'ai pu donner, il existe également des expertises territoriales, des travaux qui ont déjà pu être menés. Je pense à ce qui a pu être fait récemment, l'Aude 2050, il y a également Charente 2050, Adour 2050, Dordogne 2050, non, en 2050. Donc vous pouvez évidemment mobiliser tout un tas d'expertises qui existent, des expertises scientifiques également, Piragua. Enfin, il y a beaucoup de choses qui existent pour avoir une idée plus précise des effets du changement climatique. Je vous en ai donné aujourd'hui qu'un aperçu, mais je vous invite également à les mobiliser. Et donc, pour vous dire qu'à l'avenir, plusieurs informations vous seront transmises, des connaissances seront mises à disposition. On va mettre en ligne ces cartes de vulnérabilité avec les deux formats que j'ai évoqués, à la fois les cartes et puis également par UVG, ce que ça peut vouloir dire. Une évaluation de l'impact des sécheresses pluriannuelles, donc là, une collaboration qu'on va avoir INRAE, puisque c'est comme un enjeu important dans le cadre de la gestion de l'eau, une estimation des déficits par bassin versant, et puis quelque chose qui nous tient à cœur aussi, c'est de vous fournir une meilleure connaissance des impacts passés. Vous avez parlé du portail Macao, c'est quelque chose qu'on va aussi développer et mettre à disposition, et puis notamment de faire un focus sur l'année 2022, puisque l'année 2022, c'est plus ou moins l'année moyenne qu'on aura en 2050. Et donc, de mieux renseigner cette année, c'est faciliter la projection dans ce que sera 2050 et vous dire également un travail en cours de Météo France, RIAS Impact, qui va voir le jour. Bon, c'est encore en cours de développement, mais il y aura du coup ce portail qui viendra s'ajouter à toute l'offre de services existants. Et je voudrais juste, en guise de conclusion, vous dire qu'on a certes un bassin très vulnérable, qui est défini comme un hotspot du changement climatique. Néanmoins, il y a des moyens pour agir. Il y a toutes ces connaissances que j'ai évoquées. Il y a également, dans le cadre du 12e programme, l'adaptation au changement climatique qui représente 73% de l'accompagnement des aides. Donc, vraiment une volonté très forte de l'agence d'accompagner l'adaptation au changement climatique. Et puis, vous dire également que l'adaptation au changement climatique, elle a une finalité quand même et qui dépasse juste de savoir comment on arrive à des équilibres quantitatifs, par exemple, mais qui a une volonté d'être une matrice de notre qualité de vie sur le bassin Adour-Garonne. On sait l'eau, matrice de la vie, mais c'est également matrice de la qualité de vie au sens où elle est notre confort de vie, les activités économiques, la qualité des milieux sont dépendantes de cette eau et que donc il y a vocation à ce que l'adaptation au changement climatique soit aussi accompagnement de la qualité de vie avec une ressource beaucoup moins abondante. Voilà Benoît, c'est fait. Merci beaucoup Vincent pour cet exposé très timé
qui t'a fait passer rapidement sur tous ces sujets majeurs, l'effet du changement dans le bassin et puis les outils à notre disposition pour passer à l'action. On n'a pas encore beaucoup de questions. La première question de Cyrielle Ducrot de la DDTM des Pyrénées-Atlantiques, c'est où et quand les cartes seront-elles mises à disposition? Ouais. Donc les cartes là sont quasiment terminées. On a quelques ajustements à faire. Je veux dire qu'elles seront. C'est dans les mois à venir. On va dire entre premier trimestre et premier semestre 2026. Ce sera mis sur le site de l'agence. Donc on retrouvera les cartes, on retrouvera également l'analyse par bassin versant. On va dire que ça, c'est une première date, un premier livrable. L'idée ensuite, c'est d'aller un peu plus loin. Donc on a des réflexions en cours aujourd'hui sur la meilleure manière de restituer ces éléments et éventuellement de les accompagner avec les autres données que j'ai pu citer. Donc de voir comment on peut mettre à disposition une sorte d'offre intégrée. Enfin, bon, c'est des réflexions en cours, mais donc voilà, je dirais un premier résultat là, assez rapidement dans les mois qui viennent, et puis des mises à jour. Voilà. Très bien, merci. J'ai l'impression que tu as à l'agence, il y a des loupés de transmission, des faiblesses du débit. En attendant que les participants posent leurs questions, réagissent sur les différentes diapos que tu as présentées, moi, il m'est venu une question. Dans le cas où, à un endroit donné, les différents modèles et les différentes hypothèses donnent des résultats qui ne sont pas convergents. On a bien vu la carte de France, on a une espèce de limite nord-sud, là, mais la limite, on ne sait pas exactement où est-ce qu'elle est. Comment est-ce qu'on fait pour traiter, enfin, moi je suis un élu, supposons que je sois un élu, je vois que j'ai des résultats qui ne sont pas convergents. Comment je fais pour prendre en compte cette information? On me dit le maximum ce sera ça, le minimum ce sera ça, et ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Comment je fais comme élu? Ouais, alors tu pointes du doigt effectivement un problème qu'on rencontre, c'est que si par exemple, enfin, on peut aller sur le portail Méandre, on a des données en moyenne, et on peut voir pour certains points une évolution qui serait à l'horizon 2050 de l'ordre de 0%, donc pas d'évolution. Néanmoins, si on regarde les différents modèles, on obtient des résultats beaucoup plus contrastés. Il faut savoir qu'ils sont équiprobables. Donc, la moyenne, là, c'est un artefact statistique. Et les différentes projections, elles sont toutes aussi possibles les unes que les autres. Donc, il y a la nécessité, si on a un projet si on a un projet d'aménagement, par exemple, de tenir compte de cette incertitude. Et l'outil Robustesse Climat, il est pensé comme ça. Maintenant, la recherche a développé plein de manières de gérer l'incertitude. Alors, je le concède, ça implique plus de complexité que les approches qu'on avait jusqu'à présent. Mais il y a, par exemple, pour un projet de territoire plus large, il y a les possibilités d'envisager des trajectoires d'adaptation. C'est un outil qui peut être assez complexe, mais qui a été un peu testé par la recherche sur le système NEST. Enfin, il y a une publication qui montre ce que ça pourrait devenir. Et donc, on peut envisager différentes actions en fonction de l'évolution climatique, sachant que, du coup, étant donné qu'il y a des incertitudes, on ne sait pas exactement à quelle vitesse la baisse de débit pourra avoir lieu, par exemple, eh bien, on peut envisager, du coup, plusieurs plans. Voilà, c'est une solution qui est donnée. C'est assez complexe à mobiliser, mais ça permet en tout cas d'éviter les mauvaises surprises. Voilà, c'est-à-dire qu'on a prévu différents plans, et donc, en fonction de l'évolution de la situation, eh bien, on a toujours envisagé telle ou telle solution. Alors, les langues se délient dans le fil de conversation. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Marielle, Marie Bareil, d'un EPTB, demande que sera l'outil contrat eau et climat? Est-ce que ce sera un outil multipartenarial?
ou bien simplement bilatéral entre l'agence et une structure? Quels seront les avantages à mobiliser un tel outil? Contrat eau et climat. Ouais, alors il est déjà mis en place, hein, l'outil. Enfin, il y a déjà des. Euh, il a pour avantage en fait là de faire comparé à d'autres outils, en fait de faire un bilan exhaustif des problématiques du territoire en termes d'impact du changement climatique et également d'évolution socio-économique. Et donc en fait, on va marier ces deux problématiques, notamment parmi les choses qu'on avait déjà l'habitude de faire, pour envisager une trajectoire du territoire, envisager la stratégie à mettre en place. Donc après, sur toutes les évolutions, donc c'est bipartenarial, mais évidemment, l'idée, c'est d'avoir une gestion intégrée aussi à travers ces contrats eau et climat. Donc d'associer les différents acteurs. Euh, voilà ce que je peux en dire. Et il faut bon, après se rapprocher de l'agence pour voir comment ce travail-là peut être réalisé. D'accord. Bon, je suis un peu gêné parce que, il y a des baisses de débit dans la transmission et on n'entend pas tout ce que tu dis, mais je retiens que ce sera donc des contrats multipartenariaux, en tout cas. Donc, euh, qui ouais, associeront l'ensemble des partenaires dans le cadre d'une gestion intégrée. Ouais. d'accord. Alors, les cartes que tu as évoquées, les cartes de vulnérabilité, vont-elles intégrer le futur stage? Alors, c'est plutôt l'inverse, elles vont être intégrées dans le futur stage. Mais Oui, c'est bien ce que j'entendais ouais, dans la question. Oui, oui. ouais. Alors, oui. Donc, c'est le cas, par exemple, déjà là, dans l'état des lieux, la carte qualité de l'eau a été prise. Alors, ça capte pas bien visiblement. Donc, la Vas-y, carte qualité continue. de l'eau a été intégrée dans l'état des lieux. Euh, afin de montrer un peu ce que pourraient devenir les problématiques de qualité à l'avenir. Mais donc c'est plutôt des cartes qui seront intégrées dans l'usage. D'accord. Dans le prochain stage. Euh, mais puisque euh, une question de Sylvain Baronne. Euh, Merci pour ta présentation, Sylvain. Vincent, est-ce que tu peux expliciter un peu la manière dont le lien est fait dans les cartes de vulnérabilité entre évolution hydroclimatique et bon état des CE? Alors, entre parenthèses, ça concerne donc les concentrations de substances liées à la baisse des débits, etc. Ah oui, ok, je vois. En fait, il y a deux. C'est intéressant comme question parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un basculement. En fait, donc, il y a deux facteurs majeurs qu'on avait particulièrement en tête. C'était baisse des débits, donc ce que tu as évoqué, la Benoît, concentration plus importante de polluants. Et puis, il y avait hausse de température, donc potentiellement des bloom algo. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un basculement au cours du siècle, pendant, disons, jusqu'à 2050. La problématique, enfin, l'impact qui fait qu'il y a des risques de basculer en mauvais Ah, état, c'est... est-ce ouais, ça a coupé. Ouais, excuse-moi, on a eu Je reprends. une coupure quand tu as commencé à répondre à la question de Sylvain Baron. Ouais. Tu peux reprendre. Alors, donc, il y a deux facteurs majeurs. Donc, ce que j'évoquais, c'était débit et puis température. Donc, débit sur la dilution et puis température, notamment sur les Bloom algos, sur bon, principalement ça. Et donc, ce qu'on voit de manière assez intéressante, c'est que jusqu'à l'horizon 2050, donc 2030-2050, ce qu'on voit comme facteur majeur de risque de dégradation de la qualité, c'est surtout la température, et on bascule ensuite sur les débits entre 2050 et 2100. Donc, c'est pas les mêmes facteurs qui vont être prépondérants sur tout le siècle qui vont conduire à une dégradation. Ça, c'est précisé dans l'état des lieux. Vous aurez la possibilité du coup de consulter tout ça et de voir plus en détail ce qui a été
ce qui a été produit. Très bien. Donc, Lou Dumaine demande si les données DRIAS TRAC seront déclinées par mois par mois, comme c'est le cas pour le RCP 8.5. Est-ce que l'écart entre les projections RCP 8.5 et la trajectoire 4 degrés est significatif? Ouais, alors il y a deux questions. Donc à la Oui. première, oui, ça pourra être fait. Enfin, vu que c'est en journalier, on peut le faire, ouais. L'écart entre le RCP et la TRAC, elle est documentée dans deux rapports de Météo France que vous pouvez retrouver sur le portail Méandre TRAC, notamment, mais c'est ailleurs. Ce qu'on voit comme écart entre RCP 8.5 et TRAC jusqu'à 2050, c'est pas énorme. Globalement, quand même. On est sur des évolutions qui sont assez proches. Donc, il y a un graphe qui montre ça assez bien dans le rapport. Et puis, passé 2005, enfin, à horizon 2050, par contre, il y a des écarts plus importants entre le RCP 8.5 et la TRAC. En gros, avec un RCP 8.5, on atteint 4 degrés bien avant 2100. Donc, j'en profite de cette question pour dire qu'il y a déjà eu quand même sur le bassin un certain nombre de travaux, d'actions qui ont exploité le RCP 8.5 plutôt que la TRAC, qui n'était pas encore disponible. Ça veut dire que pour ces travaux qui ont été menés, ils conservent tout de même une durée de vie. Ils ne sont pas à substituer par les travaux avec la TRAC. Donc, si ça a été fait avec le RCP 8.5, jusqu'à horizon 2050, ça garde quand même une bonne robustesse. Deux questions sur Explore 2. Explore 2 se limite au bassin d'Orgaronne ou bien est-ce que c'est un projet national? Et la question suivante, c'est de l'eau du Maine. Est-ce qu'il y aura un projet Explore 2.2 qui intégrera les besoins croissants d'eau, les besoins croissants en eau? Alors, donc, Explore 2, ouais, c'est bien national. Il y a initialement, en hexagonal, il y a aussi les territoires d'outre-mer qui sont traités. Là, ce qui est évoqué, c'est quand même assez ardu. Hein. Prendre en compte les usages, on va parler plutôt d'évolution des usages, on va parler plutôt de prospective. Il y a France Stratégie, qui est aujourd'hui qui est dans le Haut Commissariat à la stratégie et au plan, qui a fait un rapport sur la demande en eau en 2050, selon 3 évolutions potentielles des usages. Donc, il y a ça qui existe, qu'on peut consulter. Garonne 2050, donc la prospective qui avait été menée sur le bassin en exploitant ce qui était alors le Explore 2070, donc le premier travail qui avait été mené, prenait en compte également l'évolution des usages. Donc, il y a ça qui existe maintenant. C'est un travail de grande ampleur et idéalement, le travail, il est à mener à des échelles plus territoriales. Ça peut se mener à l'échelle bassin, mais ce serait un travail énorme d'envisager qu'un Explore 2.2 soit mené avec différentes perspectives, avec différentes... C'est assez complexe, mais je ne peux pas répondre pour la recherche, hein, mais ça peut se faire, mais c'est très complexe à mener. Alors, une autre question, à mon avis, assez centrale, de Madame Prieur, Camille Prieur du HCC, du Haut Conseil pour le Climat. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Avez-vous identifié les principaux obstacles à l'intégration de ces outils par les acteurs concernés? Ça demande un peu de réflexion là-dessus. Ce qu'on a déjà, c'est on a une idée des obstacles à l'adaptation au changement climatique. On les a mis dans le PACC, il y a des publications là-dessus. Là, très précisément, les obstacles à l'utilisation, on n'a pas de retour, je veux dire, on n'a pas fait un REX là-dessus. On est encore dans une phase où on commence à déployer l'utilisation. Ce qu'on peut avoir, c'est des suppositions, c'est la complexité de l'outil. Maintenant, des différents outils, et je pense qu'on peut se sentir désarmé quand même
face aux différents portails, face à cette offre qui est quand même assez abondante, assez complexe. Et je pense qu'aujourd'hui, la difficulté principale, elle est là. Enfin, je pense que beaucoup de gens sont de bonne volonté. Il y a une incitation de l'agence dans ses aides à l'utiliser. Tout le monde a bien pris conscience quand même des risques. Maintenant, comme je vous dis, on est sur des périodes de référence qui sont, si on utilise Explore 2, hein, qui sont passées. Il y a des incertitudes, c'est des débits naturalisés, donc il faut envisager, par exemple, de prendre en compte l'évolution des usages. Enfin, on peut vite quand même avoir l'impression d'être submergé par tout ce qu'il faut traiter. Donc, euh, voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que là, l'offre qu'on propose, vous voyez, en plusieurs niveaux, hein, avec des complexités qui sont graduelles, elle vise à faire face justement à cette problématique, de se dire, je suis submergé par l'information, c'est trop difficile. Maintenant, on est dans l'ajustement permanent de ces outils-là. On les fait évoluer régulièrement, on change pour rendre toute cette information plus facilement accessible. Et pas que nous, hein, les acteurs de la recherche, Météo France dans la mise à jour de ses portails, etc. Donc aujourd'hui, je pense que le frein principal, il viendrait de là, la difficulté à manipuler ces données, à les utiliser. Mais le Rex, il reste à faire. Il faut qu'on laisse encore un peu de temps d'utilisation ou de non-utilisation, ce que je ne souhaite pas, avant de pouvoir répondre correctement à cette question. Voilà. Oui, effectivement, moi je pense que 2026, c'est une année charnière, effectivement, pour, euh, j'allais dire diffuser la bonne parole, l'expression est un peu malheureuse, mais en tout cas, accompagner les collectivités Mm. territoriales pour s'emparer de ces outils et de ces connaissances, les assimiler, les comprendre, et puis se les approprier vraiment pour justement pouvoir passer à l'action. Donc, nous, on partage hein, l'inquiétude de Madame Prieur et du HCC. Voilà, je pense que c'est vraiment un enjeu des temps qui viennent, un enjeu très important. Vincent Cadoré de l'EPTB Garonne revient sur la question des contrats et il fait le lien entre les contrats eau et climat et les sages du bassin. Est-ce qu'ils seront étroitement liés? Est-ce qu'ils seront obligatoirement liés ou pas? Comment ça se passe? Moi, dans mon souvenir, les contrats, c'est plutôt des outils de programmation, donc avec des actions opérationnelles qui sont programmées, financées, avec des maîtres d'ouvrage identifiés et un calendrier précis, alors qu'un sage, on est plutôt sur un document de planification. Mais Mm. peut-être que tu peux compléter cette analyse. Ah là, moi, je ne suis pas expert de ce sujet-là, donc je vais éviter de m'aventurer trop sur le sujet. Je pense que là, Vincent, tu peux t'adresser du coup à la délégation pour avoir plus d'infos. Il y a effectivement, c'est pas toujours le même périmètre qui est envisagé. Enfin, un contrat et un sage, c'est deux ambitions différentes. Donc du coup, si un sage existant, évidemment, il faut le faire matcher avec le contrat eau et climat. La remarque de Thomas Caeb qui nous fournit aussi un autre outil qui est lié à la démarche TACT, TACCT, portée par l'ADEME et valorisé au niveau national hein, dans la TACT, dans la TRAC, et dont le grand intérêt est pas est d'éviter des approches trop en silo et trop sectorielles et qui rejoint un petit peu ta remarque de fin de présentation, euh, il faut parler de cadre de vie. Hein. C'est comme ça qu'on touche et les élus et les acteurs du bassin. Voilà, il faut bien avoir une approche transversale. Transversale. Donc, merci Thomas pour le lien que vous avez mis dans le fil de conversation. Oui, donc tout le monde me fait remarquer que c'est moi, Benoît Vibo, qui a des problèmes de coupure et non pas l'agence de l'eau, donc excusez-moi. Monsieur Lasserre, Philippe Lasserre, pose la question parce que lui, il connaît ce qui se passe sur le bassin RMC. Il dit, mais sur le RMC, il y a 5 cartes et sur le bassin d'Ourgaronne, il y a 7 cartes. Alors, qui sait est-ce qu'il va y avoir une mise en conformité? Est-ce que RMC va passer de 5 à 7 cartes? Euh, En gros, est-ce qu'il y a une coordination interagence sur ces analyses? Ouais. Donc, on sait, donc évidemment, on travaille en collaboration avec les autres agences. La méthode qu'on a utilisée là, à l'échelle des BVG, donc des bassins versants de gestion, et puis même la méthode globale, hein,
Euh, alors, il y avait une précédente version en 2018, on avait déjà eu des collaborations avec les autres agences. Là, RMC était parti avant nous, donc on a réutilisé un peu ce qu'ils avaient fait. Euh, RMC, quand ils sont partis, il n'y avait pas encore la track. Il n'y avait pas la totalité des résultats Explore 2, donc ils ont composé avec ce qu'il y avait. C'est vrai qu'il n'y a pas de carte au souterrain, par exemple, sur RMC. Euh, alors, je ne peux pas répondre à leur place sur est-ce qu'ils vont devoir faire une carte. C'est possible, en tout cas, ils peuvent le faire, mais ils ont déjà comme un travail conséquent qui a été mené. Enfin, moi, je vous invite à aller voir. Il y a eu la question sur la mise à disposition des cartes en ligne. Euh, Globalement, ce qu'il y a sur le site d'RMC, c'est très bien fait. C'est quelque chose qui sera assez proche du résultat qu'on aura sur le bassin. Donc, il y a une cohérence entre les enjeux qu'on prend. Maintenant, on a des spécificités dans chaque bassin qui font qu'on ne prend pas exactement les mêmes indicateurs pour chaque carte. Euh, oui, Anthony Brun, merci Anthony. En réponse à la question de Lou Dumaine sur l'intégration des besoins croissants en eau, rappelle que France Stratégie a publié une étude prospective sur la demande en eau à l'horizon 2050 et Anthony a mis le lien dans le fil de conversation. Marie Bareil revient sur le suivi RCP track et souligne qu'il y a une différence de période de référence entre Impact RCP et la track. Et elle dit, est-ce que c'est pas source de difficulté pour s'approprier ces informations? Ah oui, ah oui, enfin, effectivement, c'est. Alors là, au cours des dernières années, il y a eu des informations Explore 2 qui sont arrivées progressivement. Il y a la track qui est arrivée dessus. Donc, effectivement, j'ai cité une première période de référence qui était 76-2005. Ça, c'était ce qui a été produit dans le cadre de l'Explore 2. La track, on est sur 91-2020. Et donc, forcément, à indicateur équivalent, euh, on n'a pas forcément les mêmes résultats, puisque pas la même période de référence. Effectivement, c'est une difficulté, on va dire une difficulté temporaire, puisque une fois qu'on aura complètement basculé sur la track avec cette période de référence, etc., bon, ben, on aura une période de référence commune, la track en commun. Mais bon, je pense que c'est propre à des sujets qui sont en évolution. Voilà, donc on doit composer avec ça. Effectivement, c'est pas très confortable. Euh, Patrick Lignot, qui est à l'OIO, mais qui est un ancien de l'agence de l'eau RMC, fournit dans le fil de conversation l'accès aux documents du bassin Ouais, Rhône-Méditerranée. Merci Patrick. Euh, voilà, alors le rapport de France Stratégie apparemment n'est pas disponible à l'emplacement qu'on a indiqué, mais il y a une vidéo pour comprendre et connaître ses principaux résultats. Euh, alors, Philippe Lasserre donc, continue au sujet de l'attaque de l'outil mis à disposition TACCT. Pour information, des échanges sont en cours avec la plateforme AquaRepère, qui est un outil national sur la ouais. ressource en eau, dont une V2. Il y a déjà une VA en ligne, mais la V2 sera mise en ligne en 2026. Donc effectivement, moi, c'est un petit peu ce que je retiens quand même de tous ces échanges qu'on a, c'est qu'il y a un très gros enjeu. En informatique, je crois qu'on parle d'UX, User Experience, l'expérience utilisateur, c'est-à-dire que toutes ces données et tous ces producteurs de données doivent vraiment être tournés vers comment elles sont reçues, elles sont utilisées, et cet enjeu avec des différences de période de référence, des différences de scénario, la gestion de la complexité, la gestion de l'incertitude. Voilà, c'est vraiment ça cet enjeu. Et c'est pour ça qu'on voit fleurir tous ces outils. C'est pour faciliter leur appropriation. Euh, voilà, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de toutes les questions. Euh, on va pouvoir conclure, à moins que Vincent ait une petite frustration, tu aies envie d'insister sur un autre sujet. Euh,
Pas Alors, spécialement, mais juste l'outil TACT, enfin, j'ai évoqué là la publication qui avait été faite sur le système Nest. Il y a un tronc commun à ça, hein, enfin, à l'outil TACT et puis ce qui a été fait, c'est vraiment cette idée de trajectoire d'adaptation et l'outil du coup qui a été développé et qui est très présent dans le sixième rapport du GIEC. Hein. Vous voyez, il y a différentes trajectoires d'adaptation. C'est vraiment une démarche très pertinente pour envisager l'adaptation quand on conçoit un certain nombre d'actions à mener. Donc oui, c'est un très bon outil. Oui. euh, Antoine Tourmouchard apporte une précision sur les rapports TRAC, que ce soit Météo France ou Export 2. C'est bien la même période de référence, hormis pour les narratrac, les narratifs qui sont donc de la TRAC, qui sont à ne pas confondre avec les narratifs d'Explore 2. Narratrac pour lesquels la période de référence est 91-2020 et non pas 76-2005. Voilà, donc effectivement, il dit attention à bien jongler. Je trouve que le terme est bien choisi. Alors, Cécile Cordina nous pose une question, mais je trouve qui est très bienvenue à la fin de cet échange. Cécile Cordina s'interroge en direct sur le fait que, quelles que soient les prédictions pour les horizons 2050 et 2100, on voit bien globalement qu'il faut agir pour réduire la consommation d'eau à tous les niveaux, habitat, entreprise, agriculture, et qu'il faut également mettre en œuvre tous les outils à notre disposition pour réduire les pollutions. Donc, quelle que soit finalement la difficulté de manipulation de tous ces outils, il serait plus utile de diffuser les bonnes et les meilleures pratiques pour la construction ou la réhabilitation des logements, pour les process d'entreprise, l'adaptation de l'agriculture. Et dans le même temps, Cyrielle Ducrot, de l'été 64, pose aussi une question, est-ce qu'il y a un endroit qui regroupe et détaille tous ces outils? Voilà, donc toutes les deux, vous touchez du doigt un petit peu notre programme d'activité de la plateforme pour cette année, puisque nous, on a vraiment identifié ce besoin d'une mise à disposition des outils. Alors Vincent a déjà fait une page sur le site de l'Agence de l'eau à Dourgaronne, sur laquelle il cite certains d'entre eux. Et c'est la page où on peut trouver l'outil Robustesse. Voilà, donc notre activité cette année à la plateforme, ça va être de faire connaître ces outils. Et puis, évidemment, nous, depuis 5 ans que la plateforme a été créée, notre centre de ressources, c'est vraiment un média de solutions. Hein, un média qui inventorie les solutions mises en œuvre on va dire, dans tout l'espace francophone, des solutions qui ont fait leurs preuves, qui sont transposables et qui sont critiqués aussi par leurs porteurs en disant bah, nous on a fait ça, on a eu cette difficulté, voilà comment on l'a surmonté. Et si vous refaites la même chose, ben, on attire votre attention sur tel ou tel point particulier. Donc la plateforme des bonnes pratiques qui pratique le journalisme des solutions est un outil vraiment, à notre avis, central justement pour agir, pour passer à l'action une fois qu'on s'est bien approprié ces outils. Donc, comptez sur nous pour que cette année, on mette à votre disposition tous ces outils et plus encore, hein, bien sûr. Alors, Patrick Legnaud de l'OIO souligne que l'OIO réfléchit actuellement à monter une formation et à l'utilisation des données d'Explore 2, en plus du MOOC, hein, puisque il y a eu un MOOC à l'issue d'Explore 2, et donc l'OIO propose d'aller plus loin, ils y réfléchissent. Patrick demande à notre expert, avez-vous des recommandations ou des demandes spécifiques à inclure dans le programme de cette formation? Alors, je pense que la question de Patrick, elle s'adresse à l'expert, mais elle s'adresse beaucoup, et je vous invite à y répondre dans le fil de conversation, à tous les participants, puisque vous êtes des demandeurs d'infos, vous êtes des utilisateurs de données. Donc, n'hésitez pas, dans le fil de conversation, à répondre à Patrick. Ou éventuellement à prendre contact avec lui à l'OIO pour faire part de vos attentes par rapport à une telle formation sur l'utilisation des données d'Explore 2. Peut-être, Vincent, tu as déjà des idées, toi, une telle formation, qu'est-ce qu'elle devrait contenir? Euh, Ça dépend un peu de Ah, la cible aussi, ouais, évidemment. comme ça, enfin, là, la visée, elle est très opérationnelle. Donc, c'est comment les différentes connaissances, là, on en fait quelque chose, on passe à l'action. Je crois que c'est principalement ça. Enfin, je dirais comment, du coup, on utilise ces données parce que là, on a une proposition avec l'outil Robustesse Climat. Enfin, comme je l'ai dit, c'est pas
l'alpha et l'oméga pour envisager un traitement d'incertitude fin, etc. Il y a sûrement plein d'autres choses envisageables. Et d'ailleurs, l'agence, on est très clair là-dessus. On invite à utiliser cette approche ou autre chose qui serait peut-être plus pertinente. Donc, je crois que c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut aller, qu'il faut un accompagnement et qu'il y a des besoins. Enfin, bon, j'ai beaucoup insisté sur l'incertitude là, dans ce cadre-là. Christophe Cassou, il dit, climatologue, il nous dit il y a des incertitudes, certes, mais il y a aussi beaucoup de certitudes. Et la certitude, c'est que le Sud-Ouest, là, par exemple, ce sera un hotspot du changement climatique. Donc, il y a ça à bien avoir en tête. Et puis derrière, bon, bah, comment on décline plus finement avec des nouvelles problématiques qui apparaissent quand on regarde plus en détail les données. Donc voilà, je dirais ça, moi. Oui, oui, bah c'est la remarque de Cyril Ducrot. Il faut des cas pratiques. Voilà, il faut des cas pratiques. Ouais, tout à Comment font fait. les autres? Hein, comment on peut faire? Qu'est-ce qui marche pas? Mhm. Lou Dumaine complète en disant à l'usage, j'ai du mal à mobiliser les données Explore 2 sur les projections de petits cours d'eau ou bien sur les projections de cours d'eau de montagne en amont des stations. Donc là, c'est une question assez spécifique en fait de localisation des stations sur des endroits très, très particuliers. Mais s'il y a un problème pour un usager, il doit y avoir le même pour tous en fait. Oui, bah, il y a des problèmes de couverture. Enfin, je pense même par exemple, pour les Landes, il y a une couverture avec les points de simulation Explore 2 qui n'est pas parfaite. Donc, euh, on compose avec les données dont on dispose. Est-ce qu'il faut aller chercher du coup un point de simulation qui est proche avec bon du coup toutes les précautions d'usage qu'il doit y avoir? Est-ce qu'il faut solliciter d'autres types de données, d'autres expertises? Voilà, on, on fait du cas par cas pour ce genre de situation. Ouais, ouais. Euh, évidemment. Deux autres questions. Marine Petitjean de la région Nouvelle-Aquitaine, voilà, ça foisonne. Hein, c'est toujours pareil, c'est en fin de séminaire que les questions foisonnent. Marine Petitjean, il est question ces derniers mois que la traque devienne opposable. Donc, on lui confère une opposabilité juridique. Et comment cela va-t-il se concrétiser d'un point de vue réglementaire au sujet de l'eau dans les secteurs identifiés comme vulnérables? Est-ce que tu as déjà une visibilité, Vincent, sur cette idée et ses conséquences? Non. Donc, en gros, là, dans le cadre du PNAC, il y a effectivement un indicateur qui concerne l'eau et TRAC, c'est le nombre de sages ayant intégré la TRAC. Il y a ça comme indicateur de suivi. Euh, Maintenant, sur le fait que la TRAC soit opposable, euh, je ne sais pas là si du coup Marine fait le lien avec les cartes de vulnérabilité, mais on ne va pas considérer que les territoires enfin, on ne va pas associer les cartes de vulnérabilité à ce travail. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui doit être indépendant, puisqu'on mêle euh, différentes données. Je ne suis pas certain que ce soit judicieux d'aller sur ce terrain-là avec les cartes de vulnérabilité. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas une autre vision que les informations que je viens de donner là. Ouais, d'accord, donc c'était un peu l'objet de la question de Marine, hein. C'est Mm. est-ce que Ouais. ça va devenir des zonages réglementaires? Mais c'est toujours, Non, pour ah, avoir ça, travaillé en agence de l'eau depuis longtemps, je sais qu'à chaque fois qu'une agence de l'eau fait une carte, tous les acteurs de bassin se disent, mais par quoi elle va se concrétiser? Par des obligations réglementaires ou bien éventuellement par des modalités de financement. Mais voilà, pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Voilà, et peut-être bah, pour conclure, en tout cas pour dire un petit mot de la plateforme, Gaëtan Delgado dit bon, merci, mais en complément des outils présentés, auriez-vous des conseils de formation pertinentes en termes d'accompagnement, d'adaptation des territoires face au changement climatique, intégrant les projections hydroclimatiques à l'attention des acteurs territoriaux? Bon, il n'y a pas de réponse directe et absolue, mais donc, Monsieur Delgado, sachez que nous, à la plateforme, on réfléchit, excusez-moi, à la bonne façon
d'accompagner les collectivités. Donc, je vous invite à reprendre contact avec nous pour voir comment éventuellement on peut travailler ensemble, même si on ne part pas sur des formats de formation, plutôt sur de l'accompagnement court de collectivité. Voilà, on essaie de calibrer une offre qui va dans ce sens-là, à la fois sur la compréhension, l'appropriation des enjeux climatiques et aussi sur le passage à l'action. Hein, donc, Monsieur Delgado, vous avez aussi compris que l'OIO réfléchit à la question donc plutôt sur les outils des données d'Explore 2. Moi, je peux aussi vous citer l'IFRE, mais alors l'IFRE, je la cite parce que c'est une référence en matière de participation dans le domaine environnemental. Et je pense que ces réflexions-là, on peut pas, comment dire, on peut pas en faire des réflexions de cabinet. Donc entre équipes d'experts, c'est pas du travail de service, mais c'est du travail qui doit évidemment associer les parties prenantes, le grand public. On parlait tout à l'heure du cadre de vie, et là on est vraiment sur une situation dans laquelle le cadre de vie peut être fortement impacté et sur laquelle les gens qui bénéficient ou qui pâtissent du cadre de vie doivent être associés à à la réaction commune. Euh, voilà. Vincent, est-ce que tu as un petit mot à ajouter en conclusion? Bah, pas beaucoup. Non, je voulais juste réagir là, sur cette question. Enfin, je te rejoins. Il y a un fondamental, c'est le MOOC, comme surtout qu'il intègre la track maintenant. Je pense que c'est et on peut envisager. C'est pas encore dans les tuyaux, mais là, nous, on a enfin cet outil Robustesse Climat qui est déjà utilisé. On en fera des Rex, et puis peut-être que ça aussi, ce sera de la matière pour montrer comment concrètement on exploite ces résultats-là. On l'a pas encore fait, bon, parce que comme je vous l'ai dit, c'est encore assez récent, mais euh, évidemment que ça peut du coup permettre à d'autres de voir comment procéder. Très bien. Bon, Vincent, je suis très heureux d'avoir reçu l'ancien employé de la plateforme et de voir comment l'Agence de l'eau a vraiment bénéficié de ta venue. Donc, merci beaucoup pour cet éclairage. Et les gens retiennent que tu restes disponible pour parler de ces éléments de façon peut-être un peu plus détaillée, et en particulier sans doute pour l'outil Robustesse que tu as mis au point et diffusé. Au cours de cette rencontre, on a été jusqu'à 128 en présentiel, donc je me demande si c'est pas un record de nos rencontres, hein. C'est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup. La prochaine rencontre de la plateforme aura lieu le 10 février. Ce sera l'occasion pour nous de discuter et d'échanger avec Maryse Borget, qui est une actrice locale, une élue locale à Colomieux dans l'Ain, qui a souhaité avoir une approche globale eau et climat, justement pour sa collectivité qui est minuscule. Et on a trouvé ça extrêmement intéressant de voir comment même une petite commune est capable, avec ses petits moyens, à la fois de mobiliser ses forces vives, de mobiliser comment dire, des appuis techniques auprès d'associations, auprès de bureaux d'études, et puis de mobiliser des financements aussi, c'est pas si simple. Et aussi, ils ont dû mobiliser des financements complémentaires parce que ça a coûté plus cher que prévu. Voilà, donc elle aura un témoignage, à mon avis, extrêmement intéressant, en particulier sur les questions d'hydrologie régénérative et d'ingénierie Castor. Voilà pour la prochaine rencontre. Merci beaucoup, Vincent. Eh ben, je vous redis à tous, je vous souhaite une excellente année 2026, et j'espère que on agira tous de concert dans cette direction de l'appropriation des enjeux du changement climatique et dans le passage à l'action. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Bonne journée à tous.